Bonjour et bienvenue aux conférences Raphaël. Je m'appelle Liam Trin et je vais animer la conférence d'ophtalmologie de D4 qui comporte 4 dossiers. L'ophtalmologie est une spécialité très rentable à l'ENC. Pourquoi? Car l'ophtalmologie est une spécialité qui est particulièrement adaptée à la transversalité, où il y a une part d'endocrinologie, de neurologie, de médecine interne et même de neurochirurgie. Donc il faut absolument ne pas faire d'impasse sur l'ophtalmologie, car elle tombe quasiment chaque année à l'ENC. En 2004, la rétinopathie diabétique est tombée et était le dossier discriminant. En 2005, il n'y a pas eu d'ophtalmologie. En 2006, il y a eu une NORB sur une sclérose en plaques. Et en 2007, il y a eu un glaucome chronique. Donc l'ophtalmologie est vraiment rentable si on travaille un petit peu, car il faut savoir que 80% des externes ne connaissent pas cette spécialité qui est un peu obscure et à l'écart des autres spécialités. Donc il suffit de travailler un tout petit peu là-dessus et là on devient très rentable, on gagne beaucoup de points au dossier et on fait vraiment la différence avec les autres. Il n'y a que quelques questions qui sont vraiment tombables et qui touchent à d'autres spécialités qu'on va voir aujourd'hui. Nous allons commencer par le dossier cas clinique numéro 1. Alors, cas clinique numéro 1, c'est l'histoire d'une dame de 68 ans qui consulte aux urgences pour une baisse d'acuité visuelle brutale, unilatérale de l'œil droit. À l'examen clinique ophtalmologique, donc regardez bien comment l'examen clinique se passe, ça commence toujours en premier par l'acuité visuelle. N'oubliez jamais l'acuité visuelle, c'est le moment certainement le plus important de l'examen clinique ophtalmo. Donc avec une échelle de loin, l'échelle de Monnoyer, donc là, la patiente a 1/10 à l'œil droit, donc c'est une baisse importante. Parino 2, P2, donc c'est la vision de près, et à l'œil gauche, 10/10 de loin, et Parino 2, P2 à gauche. Le deuxième temps de l'examen clinique, c'est la lampe à fente, avec laquelle on peut regarder le segment antérieur, qui dans ce cas-là est normal. Le troisième temps de l'examen clinique ophtalmo est la mesure du tonus oculaire, qui est également normal chez cette dame. On regarde le fond d'œil, qui est enfin la quatrième étape de l'examen clinique. Et au fond d'œil, qu'est-ce qu'on retrouve? Un œdème papillaire supérieur, avec des hémorragies en flamèche péripapillaire à droite, alors qu'à gauche, la papille est normale. Il est important de noter également que les vaisseaux et la macula sont normaux aux deux yeux. La première question, c'est quel est votre diagnostic pour cette dame qui vient pour cette baisse d'acuité visuelle brutale de l'œil droit? Deuxième question, quel examen complémentaire au singulier, je précise, demandez-vous en urgence? Quel examen fondamental à demander en premier? Question numéro 3, quel est le reste du bilan paraclinique que vous allez demander? Question numéro 4, la vitesse de sédimentation revient à 100 à la première heure. Quel est donc votre diagnostic étiologique? Et question numéro 5 pour cette première partie du dossier, quel traitement allez-vous donc instaurer en urgence? Deuxième partie de ce dossier, cette même dame revient 10 mois plus tard pour une baisse d'acuité visuelle progressive, cette fois-ci, et cette fois-ci de l'œil gauche. À l'examen clinique, on retrouve donc à l'acuité visuelle 1/10 Parino 12 à l'œil droit et à gauche 3/10 P2. À la lampe à fente, le segment antérieur retrouve principalement une cataracte aux deux yeux. Le tonus oculaire est mesuré à 16 mm de mercure dans les deux yeux. Et enfin, le fond d'œil est normal. Quel est ou quels sont alors vos diagnostics pour cette baisse d'acuité visuelle progressive? Quels examens complémentaires allez-vous demander? Question suivante, quelle prise en charge proposez-vous donc à cette dame? Prise en charge thérapeutique, je précise. Et enfin, pour terminer, la dernière question de ce dossier, quelle surveillance allez-vous instaurer? Voilà, nous allons donc maintenant procéder à la correction de ce dossier ensemble, que j'espère vous avez rédigé entièrement en n'oubliant aucun mot-clé. Alors, pour la première question, quel était le diagnostic possible de cette baisse d'acuité visuelle brutale de l'œil droit chez cette dame de 68 ans? Il fallait répondre une neuropathie optique ischémique
antérieure aiguë de l'œil droit. Tous les mots sont importants ici, c'est donc une noia. Et ce qui est très important, c'est toujours en ophtalmo, comme dans d'autres spécialités, de latéraliser du côté de l'œil atteint. Je vous rappelle que souvent, ça compte au moins pour 50% des points. Et c'est vraiment dommage de passer à côté de ça juste parce qu'on a oublié. Restez systématique, énoncez le diagnostic et n'oubliez jamais de latéraliser le côté de l'œil atteint. Donc la neuropathie optique ischémique antérieure aiguë, qu'est-ce que c'est? C'est une ischémie, en fait, de la tête du nerf optique. Donc la papille du nerf optique est vascularisée par les artères ciliaires postérieures qui sont dérivées de l'artère ophtalmique issue elle-même de la carotide interne. Donc on a une ischémie de la tête du nerf optique. Alors les arguments, le terrain, c'est d'une femme d'un certain âge, de 70 ans, donc un terrain propice, le terrain de la noia. Et cliniquement, donc là, au niveau fonctionnel, la patiente se plaignait d'une baisse d'acuité visuelle brutale, unilatérale, et chose extrêmement importante, l'œil était blanc et indolore. Je vous rappelle une règle fondamentale en ophtalmo pour l'ENC. Œil rouge et ou douloureux correspond à toutes les pathologies du segment antérieur, qui va de la cornée, qui comprend la conjonctive, le corps ciliaire, l'UV, et qui va jusqu'au cristallin. Donc c'est toutes les pathologies œil rouge et douloureux dans l'item de l'ENC, qui comprend conjonctivite, uvéite, traumatisme oculaire, sclérite, kératite. Alors que œil blanc indolore correspond à des pathologies du segment postérieur. Donc c'est derrière le cristallin, ça comprend la rétine, les vaisseaux, la choroïde, le nerf optique, et donc ils se manifestent par des yeux blancs et indolores. Donc œil blanc indolore, il fallait tout de suite penser donc à des pathologies du segment postérieur, et là ici notamment du nerf optique. Donc ça, c'était au niveau fonctionnel. Et au niveau clinique, le fond d'œil retrouvait un œdème sectoriel. Le mot important ici qu'il fallait dire, c'est bien sûr sectoriel, car l'œdème papillaire concernait principalement, il était dit tout à l'heure, un œdème supérieur. Donc c'était dans les cadrans supérieurs du nerf optique. Donc sectoriel, qui évoque vraiment la noia, avec présence d'hémorragie, mais c'était des hémorragies en flamèche autour de la papille péripapillaire. Voilà, donc ça, c'était les arguments vraiment pour dire que c'était une noia. Alors, souvent, je pense que certains d'entre vous ont dû répondre OVCR, c'est-à-dire occlusion veineuse de la veine centrale de la rétine, alors que ce n'est pas le même tableau. En effet, il ne faut pas confondre la noia et l'OVCR, même si au niveau de la description ça peut se ressembler. Je vais vous montrer pourquoi ça ne peut pas être une OVCR. Tout d'abord, l'œdème est sectoriel. Donc l'œdème sectoriel, vraiment, donc c'est une partie seulement du nerf optique. Donc ça, c'est vraiment typique de la noia. On retrouve des hémorragies en flamèche, certes, mais dans l'OVCR, ce sont des hémorragies en flamèche diffuses dans les 4 cadrans de la rétine, de toute la rétine, alors là que ce sont des hémorragies uniquement localisées péripapillaires autour de la papille. Donc vraiment pour montrer ici que l'œdème et les hémorragies péripapillaires montrent que c'est bien une maladie de la papille du nerf optique, localisée au nerf optique, et non pas diffus dans toute la rétine. En plus, l'argument principal ici, c'était que on vous avait dit dans l'énoncé que les vaisseaux étaient normaux, alors que dans l'occlusion veineuse centrale de la rétine, on a une dilatation et une tortuosité veineuse. Je vous montre ici une image d'OVCR, justement pour vous montrer que ce n'est pas une noia. On retrouve, vous voyez ici, là on retrouve vraiment ici la dilatation très importante des veines qui sont rouge foncé alors que les artères sont rouge clair. On voit donc un œdème papillaire massif, diffus, total, alors que dans la noia c'est uniquement sectoriel dans un des secteurs, là c'est total. On retrouve aussi ici de nombreux nodules cotonneux qui correspondent en fait à des signes d'ischémie. Donc c'est ici une VCR très ischémique. Et là, on retrouve partout ici, vous voyez, tout ça, ce sont ces hémorragies en flamèche qui sont diffuses, qu'on retrouve dans les 4 cadrans et qui correspondent en fait au sang qui est au niveau des axones des fibres optiques et qui va tout au long de leur trajet. Donc là, on a la triade de l'OVCR clinique, c'est dilatation, tortuosité veineuse, œdème papillaire, nodule cotonneux et enfin hémorragie en flamèche. Voilà, donc ça c'est les 4 signes cliniques de l'OVCR, et donc vous avez vu que ce n'est pas du tout la même chose que la noia, qui est un œdème papillaire en secteur avec des hémorragies
péripapillaire et rien d'autre. Voilà, donc là, il n'y a pas lieu de confondre, souvenez-vous bien de la différence. Alors la question suivante, c'est quel examen complémentaire au singulier faut-il demander en urgence? Bien sûr, c'est extrêmement important. Là, c'est vraiment 0 si on n'y pense pas. C'est la VS, la vitesse de sédimentation. Alors, je précise que la CRP est également acceptée. C'est un marqueur biologique inflammatoire plus fiable, plus spécifique, qui augmente plus vite et qui diminue plus vite que la VS. Donc la CRP aussi était acceptée. Et qu'est-ce qu'on recherche avec cet examen rapide biologique? On recherche une maladie de Horton. Voilà, n'oubliez pas, toute baisse d'acuité visuelle chez une personne âgée doit faire évoquer une maladie de Horton. Alors, quel bilan paraclinique allez-vous donc réaliser? Alors, à chaque fois, un petit conseil, à chaque fois que vous énoncez des examens complémentaires, mettez un plan pour bien montrer votre raisonnement au correcteur, pour montrer que vous ne demandez pas des examens complémentaires comme ça à tout va, qu'il y a une ligne directrice, il y a un raisonnement, et même pour vous, ça va vous aider à être systématique et à ainsi ne rien oublier. Alors là, on peut dire, dans le cadre du diagnostic positif de Noya, qu'est-ce qu'on va demander? On va demander un champ visuel, et un champ visuel, pas n'importe quel type de champ visuel, on va demander un champ visuel de Goldman. On va voir tout à l'heure, le champ visuel de Goldman, c'est pour tout ce qui est neurologique, tout ce qui est nerf optique, alors que le champ visuel de Humphrey, c'est ce qu'on demande dans le cadre du glaucome. Ne confondez pas donc, Goldman, c'est pour ce qui est neuro, et Humphrey, c'est pour ce qui est glaucome. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va trouver au champ visuel? Qu'est-ce qu'on s'attend à trouver? On s'attend à retrouver un scotome altitudinal. Donc là, le mot important, c'est altitudinal. Pourquoi? On l'a vu, le nerf optique a un œdème en secteur, c'est-à-dire qui concerne juste une partie de la papille. Donc là, par exemple, c'est la moitié supérieure. Et donc, ça se manifestera par un déficit également de la moitié du champ visuel qui correspond à l'atteinte du nerf optique. Donc, c'est bien altitudinal. On va voir tout à l'heure. Ensuite, dans le cadre du diagnostic non plus maintenant positif, mais étiologique, c'est-à-dire quelle est la cause de cette noya. Je vous rappelle qu'il y a deux principales causes de la noya. La plus grave à rechercher systématiquement, c'est la maladie de Horton, mais c'est la moins fréquente. La cause la plus fréquente de noya, c'est bien sûr l'artériosclérose. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans le cadre de l'artériosclérose? On va demander un bilan sanguin classique, NFS plaquettes, iono-sanguin, et puis tous les facteurs de risque cardiovasculaire, glycémie, cholestérolémie, triglycérides. Ça, pas de souci. On demande également dans le cadre des facteurs de risque cardiovasculaire et artérosclérose, ECG, écho cardiaque et écho-doppler des vaisseaux du cou. On demandera également éventuellement Holter ECG et Holter tensionnel. Alors ensuite, en fonction des résultats de la vitesse de sédimentation, de votre examen clinique, bien sûr, en premier, si vous suspectez vraiment une maladie de Horton, on demandera une biopsie de l'artère temporale. Et bien sûr, il faut toujours préciser qu'il ne doit pas faire retarder la mise en route du traitement, bien évidemment. Donc ça, c'est en cas de doute et une suspicion de maladie de Horton. Le reste, c'est pour l'artériosclérose. Je vous montre ici typiquement ce qu'on retrouve au champ visuel de Goldman. Alors le champ visuel de Goldman, c'est finalement ce que les externes connaissent le mieux, c'est ce qu'ils ont déjà vu dans des services d'endocrino ou de neurologie. On retrouve typiquement donc ici un déficit altitudinal qui est là inférieur. Alors on va dire, comment ça se fait que c'est inférieur? Et bien justement, c'est l'inverse, c'est l'opposé de l'atteinte du nerf optique. Vous savez que toutes les images sont inversées. Quand on regarde à gauche, en fait, ça se reflète sur notre rétine de droite et inversement. Ça veut dire que là, l'œdème papillaire sectoriel était en supérieur. Ça veut dire que l'atteinte visuelle, au niveau du champ visuel, le déficit sera inférieur. Et là, vous pouvez voir tout ici que le patient voit bien tout ce qui est en haut, mais ne voit plus du tout ce qui est en bas. Donc c'est vraiment une déficit altitudinal inférieur qui correspond bien à l'œdème papillaire supérieur. L'AVS, la vitesse de sédimentation, revient à 100. C'est très élevé. La normale à peu près à 35, 33-35 à la première heure. Et pour certains auteurs, ils disent que la normale devrait être
l'âge du patient divisé par 2. Donc de toute façon, là, il n'y a pas de sujet à discussion. L'AVS est très élevée, elle est à 100. Donc quel est probablement le diagnostic étiologique? Évidemment, c'est probablement, car on n'a pas la certitude histologique. C'est probablement une maladie de Horton. Alors là, la maladie de Horton, c'est pas encore tombé à l'ENC, et vraiment, ça peut tout à fait tomber. C'est un des dossiers typiques, comme ce qui est tombé il y a 2 ans avec la NORB sur sclérose en plaques. On peut très bien avoir une NOIA sur une maladie de Horton. C'est vraiment le dossier transversal qui peut tomber. Pourquoi? Donc, une femme d'un certain âge, avec une atteinte clinique qui est une NOIA à droite, et en biologique, une EVS très élevée. Donc vraiment, le Horton, c'est quand même un peu plus fréquent qu'on le pense, surtout à l'ENC, bien sûr. Alors, quelles sont les atteintes possibles ophtalmo à l'ENC pour le Horton? Ce qu'il faut que vous reteniez, le Horton peut donner à l'ENC une NOIA, on a vu, également une OACR, occlusion de l'artère centrale de la rétine, et le Horton peut donner également une diplopie. Donc ce que vous devez retenir, c'est qu'en ophtalmo, toute maladie type neuro-ophtalmologique ou vasculaire, chez un patient âgé, est une maladie de Horton jusqu'à preuve du contraire. Donc on a dit NOIA, OACR et diplopie chez un patient âgé doit faire suspecter la maladie de Horton. Alors, quelle est la cause la plus fréquente de baisse d'acuité visuelle dans la maladie de Horton? C'est la NOIA. La NOIA est beaucoup plus fréquente que l'occlusion de l'artère centrale de la rétine. Donc, le traitement qu'on va instaurer en urgence, c'est une corticothérapie. Voilà, ça c'est le mot-clé, vraiment zéro s'y oublie. Tout de suite en urgence, donc bien sûr on l'hospitalise. En urgence, ce sont des bolus alors, de 1 gramme 3 jours d'affilée et avec un relais par voie orale, donc une décroissance orale très lente et progressive sur au moins 18 mois. Donc c'est prolongé. Le patient est sous corticothérapie de manière prolongée, en décroissance très lente et progressive. Bien sûr, n'oubliez pas les mesures associées classiques de toute corticothérapie. Bien sûr, le régime des sodés, pauvre en sucre rapide, riche en protides, avec une supplémentation potassique par Diffuca, vitamine D et calcium, avec acide D3 un comprimé 2 fois par jour. Là, vous pouvez vous imaginer bien sûr que cette femme de 68 ans va en avoir encore plus besoin à cause de sa corticothérapie. Et les biphosphonates, surveillance clinique avec la surveillance de l'acuité visuelle et du fond d'œil, on va regarder la régression de l'œdème papillaire, et biologique avec la vitesse de sédimentation. Pour la deuxième partie, quand la dame revient 10 mois plus tard, avec une baisse d'acuité visuelle progressive des 2 yeux, on retrouve donc une cataracte. Le diagnostic qu'il fallait évoquer, bien sûr, c'était une cataracte bilatérale. Donc ça, c'est le diagnostic positif. Mais il fallait aller plus loin. Je vous rappelle qu'à l'ENC, ça ne suffit pas de donner juste les réponses. Il faut aller le plus loin possible en essayant de donner le maximum de mots-clés. Alors qu'on sait la même chose que tout le monde, sauf qu'on va aller plus loin que les autres, parce qu'on voudra être plus complet, et on aura plus de mots-clés, donc plus de points, et un meilleur classement. Donc cataracte bilatérale, il faut aller plus loin, secondaire à la prise de corticoïdes. Voilà, il fallait dire, donc c'est une cataracte bilatérale sur corticoïdes. Alors quels examens complémentaires allez-vous réaliser dans le cadre de cette cataracte? Alors, pour la cataracte, pour le diagnostic de la cataracte, c'est très simple, il fallait répondre aucun. Il ne faut jamais hésiter à répondre aucun à l'ENC, car le diagnostic de cataracte est un diagnostic clinique. C'est un diagnostic clinique et aussi d'élimination, car il faut, à l'examen clinique, éliminer toute autre cause de baisse d'acuité visuelle que la cataracte, et faire notamment un fond d'œil pour éliminer une cause rétinienne de baisse d'acuité visuelle. Donc là, aucun examen à demander pour le diagnostic de cataracte. Par contre, il va falloir réaliser des examens complémentaires, notamment pour le traitement, c'est-à-dire comment trouver quelle est la puissance de l'implant du cristallin artificiel, en fait, de l'implant de chambre postérieure, qu'on va mettre dans l'œil à la place du cristallin qu'on a enlevé. En effet, le cristallin, qui s'est opacifié et qui est donc devenu une cataracte, est une lentille
intraoculaire d'une certaine puissance, d'une vingtaine de dioptries, qui permet aux rayons de converger vers la rétine. Si on retire cette cataracte, on retire donc une lentille, et il va falloir la remplacer par une autre lentille qui va permettre également aux rayons de converger vers la rétine. Mais alors, quelle est la bonne puissance de l'implant qu'on va mettre dans l'œil pour que les rayons que le patient voit convergent directement sur sa rétine et puissent le rendre hémétrope? Hémétrope, ça veut dire qu'il n'a pas besoin de correction pour voir à l'infini et que les rayons projetés de l'infini se reflètent directement sur sa rétine sans correction. Eh bien, c'est très simple. Il existe une formule mathématique qui permet de calculer la puissance idéale de l'implant du cristallin à mettre pour que les rayons de l'infini se projettent directement sur la rétine et rendent le patient hémétrope. Comment calculer avec cette formule mathématique? C'est très simple, il faut deux valeurs. Les deux valeurs sont deux paramètres de l'œil qui sont la longueur axiale de l'œil et la puissance de la cornée. En effet, la cornée est une autre lentille de l'œil, une certaine courbure, qui donc a une certaine puissance de réfraction. Et si on connaît la longueur axiale de l'œil et la puissance réfractive de la cornée, avec cette formule mathématique, on pourra trouver quelle est la puissance du cristallin à avoir pour que les rayons se projettent directement sur la rétine. Donc il faut pouvoir trouver ces deux autres paramètres, que sont la longueur axiale et la puissance de la cornée, grâce à deux examens qui sont, premièrement, la biométrie, pour calculer la longueur axiale de l'œil, et le deuxième, c'est la kératométrie, pour pouvoir mesurer la puissance de la cornée. Ainsi, on pourra trouver la puissance de l'implant à poser dans l'œil. Un bilan préopératoire standard, en effet, pourra être demandé. Il n'y a pas de bilan minimum, tout dépend du terrain. Ça, c'est pour la cataracte. Pour le Horton, il faudra redemander une EVS pour contrôler et mesurer l'activité inflammatoire de la maladie, voir si elle est bien contrôlée, toujours sous corticoïdes. Le traitement, la prise en charge thérapeutique maintenant, pour la cataracte, c'est très simple également. Il n'y a qu'un traitement possible, curatif, et il est d'ordre chirurgical. Le mot-clé ici qu'il fallait absolument mettre, c'était chirurgical. Le traitement de la cataracte était chirurgical, donc après consultation d'anesthésie et surtout après information de la patiente du risque de récupération partielle et du déroulement de la chirurgie. Et c'est une chirurgie qui se déroule sous anesthésie locale, en ambulatoire. Le patient rentre le matin et repart chez lui l'après-midi. Et au mieux aujourd'hui, on fait même des anesthésies topiques, juste avec des gouttes d'anesthésie sur la cornée. Le procédé, c'est la phacoémulsification, c'est le mot-clé à dire, avec pose d'implant de chambre postérieure. Donc on va mettre le cristallin artificiel derrière l'iris, dans le sac capsulaire où se trouvait le cristallin. Donc on va le remettre en position anatomique, et tout ça sous antibioprophylaxie pour éviter l'infection. Donc retenez bien les mots chirurgical et phacoémulsification avec pose d'implant de chambre postérieure. Pour le Horton, on continuera les corticoïdes en décroissance lente et progressive en fonction de la symptomatologie clinique et biologique avec la vitesse de sédimentation. Enfin, pour la dernière question, quelle surveillance allez-vous instaurer pour l'opération de la cataracte? On va regarder au niveau fonctionnel si la patiente récupère bien, donc on mesurera l'acuité visuelle. Au point de vue de la chirurgie, on vérifiera que l'incision cornéenne par laquelle nous sommes rentrés pour opérer la cataracte est bien étanche, donc étanchéité de l'incision cornéenne, et vérifier également l'absence de complications post-opératoires de la chirurgie de la cataracte, qui sont principalement l'endophtalmie. L'endophtalmie, c'est la complication majeure que l'on redoute, mais qui est très rare, qui est en fait l'infection intraoculaire, qui s'appelle l'endophtalmie, ou notamment d'autres complications comme le décollement de rétine ou l'œdème maculaire cystoïde. Enfin, pour la maladie de Horton, on vérifiera, surveiller cliniquement l'absence de symptômes et biologiquement les marqueurs biologiques de l'inflammation avec l'AVS et la CRP normalisée. Donc un petit tuyau, dans ce genre de dossiers transversaux qui mêlent différentes pathologies sur un certain type de terrain, toujours bien séparer votre réponse
en fonction des différents problèmes posés par le patient, pour la cataracte, pour le Horton. Ainsi, le correcteur trouvera mieux vos mots-clés et verra que vous êtes quelqu'un d'ordonné, et vous-même, vous serez plus systématique, et ainsi vous oublierez moins de choses. Donc essayez toujours d'avoir un plan dans vos réponses, être bien structuré. Voilà, c'en est fini pour le dossier numéro 1. Pour récapituler, quels sont les points forts? Alors, pour la NOIA, neuropathie optique ischémique antérieure aiguë, les mots importants à retenir, c'est baisse d'acuité visuelle au niveau fonctionnel et surtout œdème papillaire unilatéral, je vous l'ai dit, sectoriel. L'atteinte du champ visuel, on pourra retrouver avec un déficit altitudinal. Et bien sûr, à éliminer en premier le Horton, même si c'est la cause la plus rare, qui est beaucoup moins fréquente que l'artériosclérose. Et enfin, une corticothérapie. Oui, j'ai oublié de vous dire, très important. Pourquoi il faut éliminer un Horton? Parce que si on ne traite pas par corticoïdes, le risque, c'est la bilatéralisation de la neuropathie optique et que le patient devient aveugle avec une atteinte bilatérale si on ne traite pas assez tôt par corticoïdes. C'est pour ça, la corticothérapie en urgence, il faut absolument éliminer un Horton, sinon on a un risque de cécité avec bilatéralisation très importante. Enfin, le deuxième problème, c'était la cataracte. La cataracte, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est une atteinte avec une baisse d'acuité visuelle progressive bilatérale. Le diagnostic est clinique et d'élimination. Et au niveau des examens complémentaires, rien à demander pour le diagnostic positif, mais par contre, on demandera des examens pour trouver la puissance de l'implant qu'on va mettre. Le traitement est uniquement chirurgical, à base de phacoémulsification et pose d'ICP, implant de chambre postérieure. Le pronostic fonctionnel est excellent en l'absence de pathologie oculaire associée. Voilà, j'en ai fini avec le premier dossier et on va poursuivre avec le cas clinique numéro 2.